suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Encore une fois, on va passer quelques heures ensemble pour discuter de la psychologie sociale, pour continuer à voir les concepts de groupe, de foule, et pour pouvoir faire la différence entre un groupe de référence, un groupe d'appartenance. Donc, lors du dernier cours, euh, on avait vu l'importance de la dynamique des groupes. Donc, pourquoi c'est important quand on parle de la dynamique du groupe et puis de quoi s'agit-il exactement? Donc, on s'est posé plusieurs questions à propos de la dynamique des groupes. Et on a vu comment est-ce que cela se passe et qu'est-ce que c'est qu'une dynamique de groupe. Quand on parle de dynamique de groupe, on parle de quoi exactement? Donc, on avait compris aussi on avait compris le rôle de psychologues américains, euh, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, dans, dans le développement de ce champ de connaissances et comment des psychologues tels que Kirk Lewin, des psychosociologues comme Kirk Lewin, d'accord, et Moreno et beaucoup d'autres psychologues ont quand même participé à élaborer euh, des théories sur la dynamique des groupes, sur comment cela se passe, comment les individus sont appelés à participer, à réagir dans les groupes et quand est-ce qu'on peut parler de dynamique de groupe? On avait vu tout ça ensemble. Euh, donc, l'expression de dynamique de groupe, on avait vu que cela désigne un ensemble de phénomènes qui se passent dans les groupes. Quand on dit un ensemble de phénomènes qui se passent dans les groupes, c'est vraiment des phénomènes d'ordre psychosociologique, donc notamment des phénomènes qui sont liés aux relations de pouvoir, des phénomènes qui sont liés au leadership ou d'autres phénomènes qui sont connexes à l'identité, c'est-à-dire l'identité des individus dans les groupes ou la manière dont certaines personnalités arrivent à influencer des groupes ou les groupes les influencent aussi. Donc, tout ça, ça fait partie de ce qu'on peut appeler les dynamiques de groupe. Donc, on avait vu aussi quand on parle de dynamique des groupes, on parle spécifiquement des des phénomènes qui se passent dans les groupes restreints. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de dynamique des groupes pour d'autres groupes. Par exemple, pour des groupes qui se composent, par exemple, de plus de 20 personnes. Là, quand on est dans un groupe qui se compose de plus de 20 personnes, on est quand même dans autre chose. On est dans des relations beaucoup plus complexes, mais en fait, je dirais plus hiérarchisé, notamment, moins complexe, plus ou moins complexe, mais beaucoup plus hiérarchisé, tandis que dans les dynamiques de groupe, dans les groupes restreints, on est dans des relations euh, beaucoup plus complexes dans la mesure où les gens sont censés connaître tous les autres membres du groupe, puis ils partagent une certaine identité. Donc, c'est- ils ont des sentiments d'appartenance et puis tout cela participe quand même de ce qu'on peut appeler de la dynamique des groupes. Donc, il est important aussi de noter que on avait vu aussi que pour parler de dynamique de groupe, c'est-à-dire pour parler d'un groupe, on va le dire comme ça, c'est-à-dire il faut avoir au moins 4 personnes. Donc, entre 4 à 20 personnes, on est vraiment dans ce qu'on appelle une dynamique de groupe restreint, c'est-à-dire ce qu'on appelle de petits groupes. Donc, en dessous de 4 personnes, il est quand même un peu difficile de parler de dynamique de groupe. C'est-à-dire, avec 2 personnes, on est dans un couple. Donc, en couple, on avait compris que un couple, ça reste une relation complexe dans la mesure où, dans la perspective de la complexité, donc, c'est quand même pas l'addition de deux, c'est ce
ce qui ressort des relations entre les deux, qu'on appelle couple, le phénomène de couple. Donc, quand on est dans un triplex, d'accord, donc, c'est-à-dire, on est dans une relation un peu plus complexe que la relation de couple, mais il reste et demeure qu'on ne peut pas parler de groupe dans un cas pareil. Donc, on avait vu tout ça. Donc, tout ça, c'est important. Donc, il faut retenir que les Elton Mayo, Kurt Lewin, donc Jacob Moreno sont les trois piliers de ce qu'on appelle les dynamiques de groupe. Donc, les relations sociales, interpersonnelles de groupe. Donc, tout cela participe de ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Et ces auteurs-là, on peut les appeler, c'est des auteurs quand même canoniques, donc, la dynamique des groupes. Donc, autre chose qu'on avait vu la semaine dernière, donc c'était quand même important de regarder euh, la trajectoire d'un groupe. Donc, on s'est dit que quand on parle de groupe, quand on parle de groupe, on parle en psychosociologie d'un d'un être, d'accord? D'un être vivant. C'est comme si on parlait d'un être vivant, c'est-à-dire on parle d'une entité vivante, pour le dire correctement. C'est-à-dire une entité vivante, c'est-à-dire un groupe normalement a une date de naissance. C'est-à-dire il y a des gens qui se réunissent et qui disent, écoute, là, on veut former un groupe. Et le groupe, on voudrait que ce soit un groupe, par exemple, on va dire ça comme ça, un groupe de surveillance de quartier. Ça peut être, en fait, un comité de quartier. Euh, écoute, ça peut être tout ça, mais le fait est que quand on parle de groupe, quand on parle de groupe, on parle, d'accord, d'une idée d'abord. Et l'idée en soi a pris naissance un jour. Et le jour où l'idée a pris naissance, ou le jour qu'on arrive à mettre en forme cette idée, on peut l'appeler jour un de ce qu'on appelle du groupe, c'est-à-dire c'est la création du groupe. Mais maintenant, la création du groupe, c'est une étape, c'est-à-dire c'est comme un enfant qui est né. Donc, c'est-à-dire ça passe il y a une première période qu'on pourrait appeler en fait, comment? L'enfance du groupe. C'est-à-dire l'enfance du groupe, c'est-à-dire le groupe, on essaie de donner forme. On va dire, écoute, on fait des essais et des erreurs. On dit, OK, on veut que ça se passe comme ça. On voudrait que, écoute, qu'il y ait plus de discipline, en tout cas moins de rigueur. En tout cas, on essaye de trouver, on va dire, des terrains d'entente pour pouvoir amener le groupe à une direction, donc à un point, donc à pouvoir atteindre ses objectifs. Donc tout ça, c'est important quand on parle de groupe. C'est-à-dire la première période dans la vie d'un couple, c'est ce qu'on appelle en fait, la naissance du groupe, la création du groupe. Maintenant, toutes les périodes qu'on pourrait appeler ajustement, on peut les appeler un petit peu, écoute, moi là, moi je pense que c'est quand même en fait, la période de l'enfance du groupe. C'est-à-dire l'enfance, la période de l'enfance, c'est comme genre, comme un enfant, le groupe, donc on apprend des choses, on les fait mal, on essaie d'imiter les autres, on essaie aussi de poser aux autres, et puis on prend de la maturité. On prend de la maturité, et quand on est dans la phase de la maturité, c'est ce qu'on pourrait appeler la mutualisation. On apprend à se connaître. On connaît les membres, on connaît les attentes du groupe, et on sait à quoi on peut s'attendre. Donc, cette étape est importante beaucoup dans la vie du groupe. Donc, et en fait, je pense, en fait, en fait, on, on le sait tous, quand on parle d'un groupe, tout comme on dit que c'est une entité vivante, d'accord, le groupe est une entité vivante. Le groupe a une personnalité, le groupe a un nom, le groupe a une vie, le groupe peut être malade aussi. C'est-à-dire, quand on parle de pathologie de groupe, c'est-à-dire on parle d'un ensemble de de problématiques euh, auxquelles, d'accord, euh, le groupe
est tenu à faire face. Et ces enjeux, ces problématiques, en tout cas, ces moments de faiblesse, d'accord? Ces moments de faiblesse, écoute, soit parce que en fait, on essaie d'ajuster des choses qui ne marchent pas, ou parfois on fait face à de nouvelles réalités qu'on n'avait pas connu avant. Donc, parfois, c'est comme le corps humain, donc on apprend à s'adapter aux maladies, à s'adapter à la grippe, s'adapter à des virus, en tout cas à des maladies. Donc, mais, et puis, notre système immunitaire aussi, cela, pourquoi pas, en fait, c'est ce qui nous tue pas, nous rend plus forts, pour dire comme Nietzsche. C'est-à-dire, le groupe aussi connaît tout ça. Le groupe connaît tout ça, c'est pour ça que quand on parle vraiment de groupe, il faut avoir l'image en tête d'une entité vivante, tout comme un être vivant qui a une vie, une personnalité, qui, qui peut être malade, qui peut être hystérique, qui peut être cool, qui peut être grincheux, qui peut être discipliné, qui peut ne pas être discipliné, d'accord? Donc, le groupe, ça fonctionne comme ça. Et puis, le groupe, pour moi, le groupe, c'est une entité qui est alimentée par la dynamique de ses membres. C'est la dynamique de ses membres qui ressource le groupe. Donc, c'est pour ça le groupe aussi doit prendre soin de ses membres, tout comme les membres doivent prendre soin du groupe. Donc, si vous me demandez comment cela se fait naturellement à travers des initiatives. Il faut qu'il y ait toujours de l'innovation, de nouveautés. Donc, il y a des choses qu'on doit garder naturellement qui fait l'identité du groupe, d'accord? Il y a l'identité visuelle du groupe. Est-ce que le groupe, on adopte le bleu, le rouge, on a un drapeau, on a des bannières, etc. Donc, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle, comment je peux dire, l'identité du groupe. Euh, le groupe a aussi une personnalité. Donc, le groupe a une manière de se percevoir, d'accord? Donc, mais aussi, le groupe aussi projette une image. Le groupe se veut être un groupe discipliné. Donc, on peut prendre des exemples de groupes là. Donc, quand on cite ces groupes, par exemple, on peut parler des Kiro, d'accord, les Merge, d'accord, JA, Adventiste, Jeunesse Adventiste, ou on peut prendre des groupes comme les Scouts d'Haïti, par exemple. C'est des exemples de groupes, des entités qui, écoute, qui sont quand même très dynamiques et puis qui ont une vie. Donc, on peut aussi prendre des exemples des bataillons des églises, euh, des églises baptistes. Même des églises de Dieu de la prophétie. Donc, c'est autant de groupes qui sont très intéressants. Et c'est des groupes qui ont, vais dire, des activités très intéressantes et puis qui permettent aussi aux membres de s'identifier au groupe. Donc, maintenant, tout ça fait partie de la vie du groupe. Maintenant, la régulation du groupe, c'est-à-dire le groupe s'autorégule, s'autorégule rapport, par rapport à de nouvelles expériences, par rapport à de nouveaux enjeux, par rapport à de nouvelles problématiques, que ce soit des problématiques identitaires, que ce soit des problématiques qui sont liées aux inégalités ou des problématiques qui sont liées à la pauvreté des membres ou peut-être aussi à la richesse des membres. Donc, c'est-à-dire, le groupe, c'est une entité qui essaie de s'adapter au fur et à mesure. Donc, que le groupe avant son âge. Donc, maintenant, on dit que le groupe a 20 ans, 25 ans. 25 ans, c'est quand même 25 ans d'expérience. 25 ans où il y a des gens qui laissent le groupe, d'autres qui arrivent dans le groupe, d'autres qui restent, vous voyez? Donc, c'est quand même beaucoup d'expérience pour un groupe. Donc, aussi la fréquence de réunion, donc ça fait partie aussi en fait, du quatrième point qui est la régulation du groupe. Et puis la maturité et atterrissage, c'est quand le groupe, en fait, arrive à comprendre que, écoute, là, on est arrivé à un point où on peut se dire qu'on a atteint des objectifs, on a atteint la maturité. Donc, écoute, ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'un groupe arrive à la maturité que le groupe ne peut pas connaître des déboires. Non, c'est parce qu'un groupe arrive à la maturité qu'on peut dire que ce groupe-là, écoute, il va rien se passer, tout va pour le mieux. Non, mais oui, écoute, il peut se passer des choses
parce que c'est comme, il peut arriver des accidents au groupe, d'accord? Des choses auxquelles on ne s'attendait pas qui arrivent comme ça, non. Mais le groupe aussi a toujours des ressources pour s'adapter. Et ces ressources, on les puise généralement dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on appelle les objectifs du groupe. C'est les objectifs qui servent ce qu'on appelle de soupape, donc pouvant aider au groupe à aller vers l'avant, à aller de l'avant. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes dans la vie d'un groupe. Donc, et on comprend bien que quand on parle de groupe, on parle vraiment d'une entité, d'accord? D'une entité à l'intérieur de laquelle les individus se perçoivent comme des membres. C'est-à-dire, le sentiment d'appartenance est un élément clé dans la vie d'un groupe. C'est-à-dire, si les gens ne développent pas de sentiment d'appartenance au groupe, donc c'est peine perdue. Donc, on ne va pas aller loin, on ne va pas se tenir pendant longtemps. Donc, les gens vont avoir de la misère à continuer. En tout cas, le groupe va avoir de la misère à connaître la longévité, la longévité. Donc, c'est-à-dire la longévité d'un groupe, cela passe par le sentiment d'appartenance. Il faut que les gens, les individus, les personnes qui sont membres se reconnaissent comme membres. Se reconnaissent comme membres, nous l'avons vu la semaine dernière. Donc, cela, c'est autant que les individus adhèrent aux principes du groupe, adhèrent à la philosophie du groupe, adhèrent aux objectifs du groupe. Donc, parce que c'est à partir de tout ça qu'on va dire, écoute, moi, je sens que je laisse, j'appartiens à ce groupe. Donc, et se sentir appartenir au groupe, c'est aussi, pourquoi pas, apporter sa contribution. Ça va faciliter certaines choses, ça va dynamiser le groupe davantage. Donc, écoute, c'est très important. Donc, les éléments caractéristiques, on avait vu trois principaux éléments qui, qui sont importants. Quand on parle de groupe, c'est pour faire la différence des groupes, d'accord, qui distinguent un groupe, c'est la taille du groupe. La taille du groupe, c'est-à-dire est-ce que c'est un petit groupe, est-ce que c'est un petit groupe, très petit groupe, d'accord? Est-ce que c'est juste un petit groupe? Est-ce que c'est un groupe secondaire, d'accord? Est-ce que c'est encore primaire? Est-ce que c'est, c'est encore plus grand que ça? C'est-à-dire la taille du groupe, c'est déterminant. Parce que pourquoi la taille du groupe est déterminant? Parce que certaines dynamiques sont en fonction de la taille du groupe. C'est-à-dire si le groupe, mettons, si le groupe on avait un groupe qui était composé de 12 personnes, c'est idéal pour des dynamiques, idéal pour voir certaines choses qu'on n'aurait pas dû voir qu'on n'aurait pas pu voir dans d'autres groupes. Mais mettons que ce groupe-là, à un moment donné, est passé de 12 à 35 par exemple. C'est-à-dire, passer de 12 à 35, maintenant, on perd certaines dynamiques. C'est-à-dire, le fait que tout le monde pouvait connaître à tout le monde, que tout le monde pouvait saluer tout le monde. Donc maintenant, la grandeur du groupe peut être un élément, euh, je ne vais pas dire négatif, mais un élément qui n'est pas avantageux dans les dynamiques. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que certains groupes, pour des raisons, écoute, pour ces raisons-là, comme je cité, en fait, arriver à la maturité, si ça élargit, ils préfèrent de former d'autres groupes, donc d'autres groupes parallèles, d'autres groupes. Dans un groupe, il peut y avoir des groupes, d'accord, plusieurs autres groupes, d'accord? Pourquoi? Écoute, c'est pour garder la dynamique. Regarder la dynamique de groupe. Donc, il y a le statut du groupe, c'est-à-dire, c'est c'est- c'est quoi? Qu'est-ce que le groupe veut? Qu'est-ce que le groupe? Comment le... C'est-à-dire, ce groupe se donne quoi comme objectif? Comment ce groupe se présente? Ce groupe, c'est quoi? Donc, et puis maintenant, à part de ça, à côté de tout ça, on a ce qu'on appelle le rôle de ces membres.
en fait, les membres, ça joue quel rôle et pourquoi. Donc, est-ce important en fait, tu vois, en fait, même dans des groupes, dans les dynamiques, dans les groupes restreints, c'est-à-dire les groupes qui sont composés de moins de 20 personnes, on a quand même une sorte de hiérarchisation qui est plutôt modeste par rapport aux grands groupes, mais tout cela influence. Tout cela peut influencer, peut influencer la dynamique de groupe. C'est très, très important donc, de penser à tout ça. Maintenant, on disait qu'il y a des critères objectifs en fait, pour définir un groupe. C'est un ensemble d'individus en interaction. Ça, c'est important. Donc, d'abord, on a un ensemble d'individus en interaction. Donc, cela suppose que on ne parle pas de l'addition des individus. On ne parle pas, par exemple, de un plus un plus un plus un plus un plus un x plus n, hein, ce qui est qui est égal à une somme. Là, mais non, on n'est pas dans la somme des individus, mais on est plutôt dans ce qui résulte de l'interaction de ces membres, en fait, de l'ensemble des membres du groupe. Donc, et ces membres ont des rapports sociaux caractéristiques et fixes. C'est-à-dire, je sais que dans tel groupe, voilà ce que j'ai le droit de faire, et je n'ai pas le droit de faire ça. Écoute, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Et puis, c'est-à-dire, un groupe, c'est toujours ça. Donc, on essaye le plus que possible de, de définir nos relations, de limiter les relations par ce qu'on appelle les codes d'éthique du groupe. Donc, en fait, je crois qu'on l'avait dit la semaine dernière. Donc, il y a dans certains groupes, en fait, deux personnes ne peuvent pas euh, être en amour, par exemple. Ils ne peuvent pas être en amour parce que c'est les principes du groupe, ils ne veulent pas ça. Parce que si ça arrive, il peut y avoir d'autres enjeux, donc ça peut porter, en tout cas, ça peut déranger d'une certaine manière, en tout cas, certaines choses. En tout cas, c'est pour ça, certains groupes évitent ces choses-là. Il y a d'autres groupes qui ont d'autres principes. Par exemple, si pour être membre de ce groupe, il faut être catholique. Pour être membre de ce groupe, il faut être vaudouisant. Donc, dans certains groupes, il y a aussi ce qu'on appelle la phase d'intégration, la phase d'initiation. Il y a tout un rituel initiatique pour intégrer le groupe. Il faut passer par ce rituel-là. Il faut passer par ce chemin. Il y a une somme de choses qu'il faut faire, par exemple, pour, 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 pour être reconnu comme membre du groupe. Donc, c'est important. Donc, si on ne fait pas ces choses, si on n'arrive pas à passer le- les rites, on ne sera pas reconnu comme membre du groupe. Donc, c'est des périodes importantes dans la vie d'un individu. Donc, quand on veut intégrer certaines structures, donc il faut passer il faut passer par des rituels, d'accord? Donc, nul ne rentre ici s'il n'est pas géomètre. Il faut connaître les principes. Quand on connaît les principes, on adhère aux principes, on signe en fait, on donne ça, comment je peux dire ça, son consentement pour dire qu'on veut faire partie du groupe. Donc, dans certains groupes, on signe un document qui dit qu'on est membre du groupe. Donc, où on peut donner son consentement verbal ou par écrit, peu importe. Donc, mais cela suppose qu'on va suivre les principes et les objectifs du groupe. Donc, ça, c'est très important. Donc, on a des critères beaucoup plus subjectifs quand on parle de groupe. Les individus se définissent eux-mêmes comme membres du groupe, on l'avait vu. Donc, si les individus, même s'ils disent qu'ils sont membres, mais s'ils ne se définissent pas comme membres, s'ils n'intègrent pas, d'accord, dans leur imaginaire sont membres du groupe, ça ne marche pas non plus. Donc, c'est-à-dire, ça ne prend pas seulement une signature, d'accord, oui, ça prend une signature, c'est important, ça prend des rituels, c'est important, mais aussi le sentiment d'appartenance est très, 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 très important dans ce processus-là. Donc, le groupe, on l'avait vu que un groupe, ça se diffère vraiment sur beaucoup de points d'une foule, par exemple. Donc, en sociologie, en fait, elle est,
définie par un groupe d'individus, la foule, qui est un groupe d'individus considéré comme un être collectif ayant une unité psychologique et sociale, des caractères propres. Donc, le groupe se diffère de la foule, d'abord en en ce qui a trait au nombre, d'accord? Une foule, c'est plusieurs groupes d'individus, d'accord? Tandis qu'un groupe, c'est une unité d'individus qui ont un objectif. La foule n'a pas d'objectif. La foule n'a pas d'objectif, mais la foule non plus n'a pas forcément, la foule n'a pas forcément un leader ou un leadership. Mais il peut, il peut, comment je peux dire ça, il peut, en fait, il peut apparaître, il peut exister, il peut subvenir, d'accord, un leadership spontané à l'intérieur des groupes. Donc, ça se fait, on le reconnaît, mais de manière générale, donc, un groupe, d'accord, en fait, à l'intérieur des foules, une foule, par exemple, n'est pas aussi structurée qu'un groupe. Ça, c'est aussi un point très important donc, à noter donc, dans vos définitions. Donc, maintenant, on disait que dans les relations de couple, l'interaction ne permet pas de parler de dynamique des groupes. Donc, on est dans une relation qui est quand même de la complexité. Donc, mais cela n'est pas suffisant pour parler de groupe. Donc, on peut parler de binôme, d'accord, de trinôme, mais on ne peut pas parler de groupe avec deux ou trois personnes. Donc, maintenant, il est important de faire la différence entre un groupe primaire et un groupe secondaire. Et ça va être ça, euh, notre prochain point après la pause. Donc, je prends des questions si vous en avez, et puis, et puis après, on va continuer.